Bonjour et bienvenue sur MTV. Au sommaire de ce JT, une interview avec des auteurs 4.0, tout comprendre des risques numériques, plonger dans la vie d'une promotion arts et métiers, enfin découvrir les voitures de la vie. À l'occasion de la publication de l'ouvrage Industrie 4.0, stratégie et déploiement, paru chez Luno, nous avons rencontré Nathalie Julien et Éric Martin, tous deux professeurs à l'ENSIB Lorient. Très didactique, cet ouvrage est une référence en la matière. Écoutons-les. Nathalie Julien, vous êtes professeur à l'école d'ingénieurs INSIPS. Éric Martin, vous en êtes le directeur. Vous nous recevez aujourd'hui donc, dans un atelier de cette école pour parler d'un ouvrage que vous venez de publier, L'usine du futur. Nathalie Julien, quelle est pour vous la définition de l'usine du futur? L'usine du futur, elle est en fait représentée par 3 axes majeurs. Le premier axe, c'est une usine performante, donc avec les notions d'excellence opérationnelle et aussi de personnalisation des produits pour répondre au plus aux besoins du client. Le deuxième axe, c'est l'agilité, avec à la fois de la flexibilité, la reconfigurabilité des lignes, la réactivité. Et le dernier axe, c'est la responsabilité, avec vraiment l'importance de mettre les technologies numériques au service de l'humain. Les lignes de production doivent également être modulaires pour devenir agiles. Là aussi, où en est l'état de l'art? Alors d'abord, la modularité, l'agilité, la flexibilité sont des choses en fait qui sont de plus en plus importantes et poussées d'abord par le marketing. Changer le conditionnement d'un emballage lors d'une promotion, arriver à donner un produit qui soit plus personnalisé par rapport à son client, customisé comme on dit aujourd'hui en langue anglaise. C'est quelque chose qui est indispensable pour pouvoir se différencier dans le cadre du marché des produits, notamment grand public. Et souvent, la production est en difficulté de suivre en fait cette difficulté, cette agilité qui est réclamée. Alors, des outils de production qui soient flexibles, on en a. C'est-à-dire qu'on est capable de passer plusieurs produits les uns derrière les autres, de changer de gamme très rapidement. Les outils de fabrication qui sont agiles et donc qui font face à un nouveau produit pas encore imaginé au catalogue, c'est quelque chose de beaucoup plus difficile. Une usine performante suppose une chaîne d'approvisionnement infaillible également, tout automatisé de la commande donc, des matières premières à la livraison chez les clients. N'est-ce pas courir vers une catastrophe au premier bug venu? Alors notre propos est justement de ne pas tout automatiser. Il est bien clair que ça n'est pas le plus efficace et à chaque fois que ça a été mis en place, les gens sont revenus en arrière à cause de problèmes justement de qualité, de fiabilité. Donc là, il est bien question de réfléchir autrement à l'interaction entre la machine et l'humain. Et l'idée est vraiment que l'humain arrête aussi de faire des tâches pénibles pour se consacrer à des tâches à valeur ajoutée, pour justement pouvoir faire des contrôles et donc évidemment accompagner cet humain pour le former sur ces tâches-là et laisser à la machine, et notamment par exemple aux robots collaboratifs, des tâches répétitives, pénibles et qui sont génératrices de problèmes de santé. Nous sommes entrés dans l'âge du numérique. Et au-delà des questions de sécurité et de l'accès aux données, ne faut-il pas aussi se poser une question d'éthique? On va utiliser des données, donc lesquelles et pour faire quoi? Effectivement, le fait d'avoir plus d'informations, plus de données peut être vu sous différents angles. D'abord, s'assurer que l'on a bien organisé l'ensemble de cette production industrielle. Et quand on regarde des informations comme le taux de rendement synthétique, souvent le fait de ne pas travailler, de ne pas produire, c'est parce que le stock n'est pas alimenté, parce qu'on a une difficulté, une panne sur une machine. Et donc souvent le sujet de la productivité relève, à mon sens, plus d'un problème d'organisation que de temps passé effectivement par l'opérateur à faire une opération. Alors là où c'est important, c'est qu'il faut arriver à dire à cet opérateur que ce n'est pas lui qui est contrôlé, ce n'est pas la personne en tant que telle, mais c'est plutôt les interfaces entre les différents acteurs au sein d'une même entreprise. Et là, on a effectivement sur notre donnée une valeur ajoutée. À l'heure où certains GAFA sont amenés à dévoiler des failles dans la protection des données personnelles, où les autorités ouvrent des enquêtes sur Facebook, le groupe Professionnel Assurance s'est emparé du sujet en invitant l'ANSSI, l'autorité nationale en matière de sécurité et de défense des systèmes d'information, pour nous dresser un état des lieux des risques numériques pour les entreprises mais aussi pour les assureurs. Sujet édifiant. Et ici on voit sur cette représentation qu'au fil du temps, on observe un accroissement de la menace
on observe des attaques de plus en plus sophistiquées avec des objectifs qui vont au début être gagner de l'argent, après continuer à gagner de l'argent, mais également, pourquoi pas, neutraliser une activité. Et on observe globalement, mais ça vous le savez tous, j'imagine, un accroissement de la sophistication des attaques, ainsi que le degré d'impact. Cette semaine, d'ailleurs, je lisais la veille, puisqu'on reçoit une veille chaque jour, ce qui nous permet d'être au courant. Vous avez certainement entendu parler d'un groupe d'attaquants qui avait attaqué le site internet des Jeux Olympiques d'hiver en 2018, en février 2018, avec des attaques relativement sophistiquées, parce que je peux vous dire que l'environnement du système d'information des JO était bien protégé. On les a retrouvés, ces attaquants, ils ont recommencé il y a quelques jours. Et alors, on a été intéressé de voir comment, en 6 mois, leur façon d'opérer avait évolué. Donc, on a retrouvé des choses un peu identiques, ce qu'on appelle, nous, des marquants, des traceurs, qui nous prouvent que le groupe d'attaquants derrière ça, donc qui se surnomme Hades, est bien le même. Mais on a été étonnés, avec des guillemets, de voir qu'en 6 mois, ce groupe d'attaquants avait été capable d'incorporer de nouveaux modes opératoires, c'est-à-dire techniques d'attaque, dans leur process d'attaque. Ce qui veut dire qu'on a face à nous des groupes qui sont bien organisés, qui fonctionnent en mode projet aussi, pour développer les codes malicieux, et qui exploitent bien souvent des techniques de plus en plus sophistiquées. Très dynamique, la Clunix 66 s'est prêtée à une visite inopinée de notre équipe lors de son dernier voyage de promo. Reportage en musique et en images. C'est à l'occasion de leur voyage annuel en France, et plus précisément à Hendaye, Carré Métier Multimédia a pu suivre le temps d'une soirée forte en musique et histoire, la promotion Cluny 1966. Depuis près de 50 ans, cette promotion soudée à tout jamais partage activités et voyages en tout genre, le tout accompagné bien entendu de leur orchestre. Retour sur l'histoire de cette incroyable longévité. On a eu un délégué de promo qui était très charismatique, notre ami Obélix, qui a été un grand meneur pendant plusieurs années avec différentes actions, différentes animations, avec des rencontres, je dirais diverses et variées, le parrainage. Et c'est lui qui faisait tout. Il était trésorier. Il était très trésorier, il animait la promo avec tout son cœur. Et son décès est intervenu très vite, puisqu'il est décédé avant 60 ans. Et donc ça a laissé un grand vide. Donc j'ai pris la suite, et là on a redémarré avec pas mal d'actions. Et une des actions qui a été aussi très fondatrice, c'est qu'on a pu organiser une croisière sur la Volga, entre Moscou et Saint-Pétersbourg. Et là, une bonne partie de la promo s'est retrouvée. Et finalement, la promo a pris racine à partir de ce moment-là. Et depuis, tous les ans, on a un certain nombre de points de rencontre. Et régulièrement, donc tous les ans, on fait un voyage en France. C'est-à-dire on ne se disperse pas avec des grands voyages, ce qui permet au maximum d'être là. Aujourd'hui, nous sommes 75, avec les épouses bien sûr, alors dans une promo où on reste 80 à peu près en réseau. Donc ça fait plus de 50% de la promo qui est ici présente, disponible. En plus des voyages annuels, de nombreuses activités sont organisées au cours de l'année, comme des sorties neige avec du ski, des balades en traîneau, ou des descentes de nuit, mais également des activités plus traditionnelles, mais tout autant physiques, comme le golf. Alors l'intérêt du golf, d'abord, on s'entretient, c'est quand même une activité qui est, quoi qu'on en dise, relativement physique, et puis d'autre part, ça permet de se retrouver avant tout. C'est avant tout une rencontre amicale. Il faut qu'elle soit sanctionnée par quelque chose, donc elle est sanctionnée par un prix. Vous l'aurez compris, chaque Gazar tient un rôle au sein de cette promotion. C'est le cas du dénommé Rocambole qui assure l'animation vidéo et photo. Du fait que je prenais des photos à chacune de nos sorties, j'ai été amené à faire un reportage à chacune de nos sorties sous forme d'abord sous une forme très sommaire en envoyant un paquet de photos sur un support sur le web. Et bon, après je suis un petit peu sophistiqué et je fais un montage vidéo après par exemple les sorties de ski ou après les voyages.
Et c'est justement lors de ces nombreux voyages que la promotion profite d'une musique 100% authentique grâce à son orchestre qui la suit à chacun de ses déplacements. Rencontre avec Michou, responsable de l'orchestre P4N5, qui nous retrace l'histoire de ce groupe affichant plus de 50 ans de longévité. Le groupe s'est constitué d'abord à Cluny. On a joué ensemble 2 ans à peu près. Et puis on s'est retrouvé en 4e année à Paris. Mais quand on était en 4e année, le trompettiste, lui, qui avait un an d'avance, n'était pas de la même promotion. Et donc, il continuait des études complémentaires à Paris et on désirait jouer ensemble, tout simplement. Et c'est l'origine du nom de ce groupe qui s'appelle les P4N5. Et pourquoi P4N5? Tout simplement parce qu'il y a un usage, il y avait un usage à l'époque qui consistait à dire, bon, ceux qui sont à Paris, les étudiants de Paris, on les appelle les P4. Pourquoi? P pour Paris, 4 pour 4e année d'études. Et donc, nous, on était en 4e année, mais le trompettiste, lui, il faisait une 5e année dans un autre établissement, peu importe. Et donc, on s'est appelé en français les P4 et 5, et on a mis ça évidemment en anglais, déjà, parce que l'anglicisme était là. Bon. Donc, on s'appelle depuis le début The P4N5. Mais c'est assez rare de voir qu'un orchestre, et donc comme ça, tient le coup tout au fil de la vie, hein, parce qu'on a commencé avant de travailler, on continue après la retraite, 40 ans, 45 ans après, c'est assez exceptionnel. Au cours des Journées du patrimoine, les 15 et 16 septembre dernier, 19 véhicules de la Haye ont été exposés dans la cour d'honneur du Palais de Compiègne, un écrin impérial où naquit le nom Arts et Métiers, au début du Xe siècle. Découverte en images. Véhicules de la Haye sont exposés ici, dans la cour d'honneur du domaine de Compiègne, un domaine qui a accueilli pendant quelques années l'école des arts et métiers. 3 spécialistes nous parlent de cette histoire: Rodolphe Rapetti, conservateur du domaine, Patrick Lallet, vice-président du club de la Haye, et Michel Mignot, gazard émérite, spécialiste de l'histoire des gazards dans ce lieu. Émile de la Haye est un Tourangeau de naissance. Il a fait ses études donc à l'école d'arts et métiers d'Angers, où il est rentré major de sa promotion en 1859. Il a commencé à travailler dans le ferroviaire là, pour les entreprises FIV, Babcock. Puis après quelques années, a racheté une entreprise de fabrication de briques réfractaires sur Tours. Et rapidement, comme à l'époque l'automobile était en plein essor, les premiers pionniers donc, commençaient à faire leur tour de roue, il s'est lancé dans la construction de moteurs à pétrole et donc a sorti des premières automobiles vers 1894 avec des participations donc, à ce qui était des courses à l'époque où on traversait la France là, pour faire connaître ses productions. Pour nous, gazards, ce palais de Compiègne est extrêmement symbolique, émouvant. C'est la première école officiellement arts et métiers de son nom, créée à Compiègne en février 1803. Pour créer cette école, il a fallu, bon, il y avait les bâtiments certes, mais il n'y avait pas les ateliers. La spécificité de l'école des arts et métiers, c'est d'avoir des ateliers, des ajustages, de forge, de fonderie, de menuiserie, de tours en bois. Donc il a fallu créer ça de toutes pièces et ça a été fait autour de la cour de l'Orangerie, dont on retrouve encore quelques traces historiques qui sont extrêmement émouvantes pour les gazards. Et ces ateliers ont fonctionné très rapidement en 1803 et les premiers, nos grands anciens, les premiers gazards ont travaillé dans ces ateliers qui ensuite ont été déplacés à l'école de Châlons. Cet événement est une première, mais il y aura à l'avenir dans la cour d'honneur de Compiègne pour chaque
Journée européenne du patrimoine, chaque édition, nous mettrons à l'honneur une marque en faisant appel à un club. Et c'est ainsi que s'achève notre JT. Au nom de la rédaction, nous vous présentons nos meilleurs vœux pour ces fêtes de fin d'année. À très bientôt. Au revoir.